Alissa Kosakiewicz, 13 ans, va disparaître alors qu'elle était censée être dans sa chambre. Elle sera recherchée dans toutes les États-Unis et sera diffusée sur Internet par son kidnappeur, enfermée dans une cage, nue et en pleurs. Le 1er janvier 2002, près de la ville de Pittsburgh, une famille va commencer l'année de la pire des manières. Marie Kosakiewicz, une mère de famille, vient de finir de faire à manger pour le repas du Nouvel An. Elle appelle sa fille qui est là-haut dans sa chambre pour manger en famille. La table est prête, tout le monde est là. Assis, il ne manque plus qu'Alicia qui ne répond pas aux appels de sa mère. La famille tout entière commence à fouiller la maison, à la recherche de la petite Alicia qui reste introuvable. Où aurait-elle pu aller? Dehors il fait nuit, il neige, son manteau et ses bottes sont toujours là. Alicia est une gamine qui a peur du noir et ça n'est pas dans ses habitudes d'aller faire des balades nocturnes. Elle passe plutôt ses soirées plongée dans ses cahiers ou à réviser sur l'ordinateur familial qui est dans le salon. Plus le temps passe, moins on trouve Alicia et plus la panique commence à s'installer dans le cœur des deux parents. La dernière fois qu'ils ont vu leur fille, elle leur a dit qu'elle montait se reposer dans sa chambre. Et elle aurait dû être dans sa chambre. Une adolescente ne peut pas disparaître comme ça du jour au lendemain. Au bout d'un moment, Charles, le père de famille, veut aller voir dehors si sa fille n'y est pas. Certainement pour se rassurer. Il met son manteau, ses chaussures et il se dirige vers la porte d'entrée. Il s'aperçoit que la porte de la maison est entrouverte. Comme si quelqu'un était sorti. Il fonce dehors, mais aucune trace de sa fille. Les parents décident donc d'appeler la police qui tout de suite va leur poser une série de questions. Vous êtes-vous engueulé récemment avec votre fille? A-t-elle des amis avec qui elle aurait pu sortir, faire la fête ce soir-là? Êtes-vous sûr qu'elle n'a pas fugué? Ces questions énervent les parents car ils connaissent très bien leur fille et jamais elle ne serait sortie sans les prévenir. Ce n'est ni son caractère ni son comportement. De plus, ses affaires sont toujours là. Les parents énervés et paniqués au téléphone disent même aux policiers que chaque minute compte pour retrouver leur fille. Mais là, la police leur annonce la mauvaise nouvelle. Il faut attendre 24 heures pour déclarer officiellement la disparition de leur fille de 13 ans et pour que les policiers commencent à mener l'enquête. 24 heures, c'est long. Très long. Mais on peut se mettre à la place des policiers et essayer de comprendre les procédures. En France, en 2002, sur les 41 518 appels pour disparition d'enfants, 96% concernaient des fugues. Il est donc naturel que le premier réflexe des policiers est d'attendre 24 heures pour confirmer la véritable disparition d'Alissa Kosakiewicz. La seule chose que les parents peuvent maintenant faire est d'attendre. Attendre que leur fille revienne. Ils passeront la nuit la plus dure et la plus longue de leur existence à attendre un signe de leur fille. Ils laisseront même la lumière allumée et la porte d'entrée déverrouillée au cas où Alicia reviendrait. Sauf que le temps passe et toujours pas d'Alicia. Pour les parents, c'est impossible d'attendre sagement toute la nuit. Et ils sont persuadés que leur fille a été enlevée. Ils ne savent pas par qui, ni comment, mais à défaut de connaître les détails de l'enlèvement, au moins, ils connaissent leur fille. Au bout d'une heure d'attente, Charles Kosakiewicz, le père d'Alicia, a une idée. Il décide de rappeler la police en leur disant cette fois-ci que sa fille a été enlevée. Et non pas qu'elle a disparu. Au téléphone, il ne veut pas entendre parler de procédure. Sa fille a été enlevée. Il faut faire au plus vite pour lancer l'enquête. Sa détermination va payer, puisque cette fois-ci, plusieurs services de police chargés des enlèvements, dont le FBI, sont immédiatement mis sur l'enquête. Si c'est un enlèvement, ça ne peut pas attendre, contrairement à une fugue potentielle. Quand le FBI arrive chez la famille Kosakiewicz, il sépare directement les parents et commence à les interroger. Ils obtiendront des deux parents la même version des faits. Leur fille est de nature timide et discrète. À la maison, il ne manque ni argent ni vêtements et tout allait parfaitement bien avant sa disparition. Le FBI déclare donc 2 heures après la disparition d'Alicia l'ouverture d'une enquête pour enlèvement. Les agents du FBI commencent par interroger les voisins sans rien obtenir d'intéressant. Ils demanderont qui sont les amis d'Alicia, mais rien d'intéressant non plus. Ils vont demander aux parents ce que la petite Alicia fait de ses journées et la réponse va être beaucoup plus pertinente pour les enquêteurs. La petite Alicia passe ses journées à discuter sur l'ordinateur avec ses amis. Quand les policiers demandent aux parents qui sont ses amis virtuels, les parents ne savent pas vraiment. Certainement des enfants de son âge. Les agents du FBI expliquent aux parents Kosakiewicz qu'il existe sur Internet des hommes qui passent leur journée à essayer d'attraper des petites filles en se faisant passer pour des adolescents et que potentiellement leur fille a pu rencontrer un de ces prédateurs. C'est pour l'instant l'hypothèse la plus crédible pour les policiers. Les parents sont étonnés mais pas convaincus de cette piste. L'ordinateur se trouve dans le salon familial et par leurs nombreux passages, ils ont toujours surveillé leur fille par des regards discrets sur l'écran. Et les discussions aperçues ne dépassaient jamais certaines limites. L'analyse de l'ordinateur par les techniciens du FBI va confirmer l'hypothèse des parents. Rien d'extraordinaire n'apparaît hormis quelques discussions banales d'enfants de 13 ans. Rien qui pourrait ressembler à des messages avec un vieux monsieur
qui aurait potentiellement pu kidnapper la petite Alicia. Les agents du FBI sont maintenant bien embêtés. Ils étaient sûrs que c'était un cyberprédateur qui avait hameçonné Alicia puisqu'elle passait ses journées sur l'ordinateur. Mais pour l'instant, rien ne confirme ni n'indique cette piste. Alicia reste introuvable et la police n'exclut aucun scénario. C'est en interrogeant le lendemain matin les camarades de classe d'Alicia qu'un début de piste va s'ouvrir pour les enquêteurs du FBI. Alicia cachait de nombreux secrets à ses parents qu'elle partageait à ses camarades de classe. Et très souvent, elle arrivait en cours épuisée. Elle ne dormait pas de la nuit puisqu'elle passait ses nuits à discuter sur l'ordinateur avec un homme de 38 ans qu'elle considérait comme son meilleur ami. Et les deux prévoyaient de se rencontrer prochainement. Les parents d'Alicia n'ont rien vu, puisqu'Alicia attendait que ses parents dorment pour redescendre sur l'ordinateur. Malheureusement, ce sont les seules informations que les agents du FBI obtiendront des enfants qui ne connaissent de l'homme que son existence. À partir de ces informations-là, le FBI se dit qu'il y a forcément un lien entre cet homme de 38 ans et la disparition de cette fille de 13 ans. La piste de l'enlèvement par un cyberprédateur est plus que confirmée dans l'esprit des enquêteurs du FBI. Ça fait maintenant 39 heures qu'Alicia a disparu. En 39 heures, on peut parcourir des milliers de kilomètres. Les enquêteurs le savent. Ils savent aussi qu'un enlèvement de plus de 24 heures par un prédateur signifie généralement la mort de l'enfant. Rares sont les prédateurs qui laissent en vie leurs victimes. Sans indice ni témoin, les chances de retrouver Alicia sont quasiment nulles. Les médias n'ont pas arrêté de parler de cette affaire, d'afficher le visage de cette jeune fille d'1,65 m et de 45 kg. Des affiches ont été placardées partout où il était possible de le faire. Tout ça pour un seul objectif, recevoir l'appel d'un témoin qui donnerait potentiellement une information qui mènerait à Alicia. Et c'est un peu le seul espoir des autorités. C'est exactement ce qu'il va se passer. Un service du FBI va transférer un appel sur le téléphone de l'agent chargé de retrouver Alicia. Au bout du fil, un homme qui vit en Floride prétend avoir des informations vitales sur l'adolescente. C'est un homme qui au téléphone est très méfiant et en même temps a envie d'aider la police. Il raconte qu'il est membre d'un groupe d'hommes sur Yahoo Chat qui fantasment sur les petites filles. Et sur ce groupe, on discute de pédophilie, mais surtout, on se partage photos et vidéos de mineurs. Il raconte à l'enquêteur qu'il était en train de parler avec un homme sur ce groupe et l'homme lui a écrit « Regarde ce que j'ai ». Et il lui a diffusé en direct à travers sa webcam une vidéo d'une petite fille attachée dans une cage, sans rien sur elle et en pleurs. Ce qui est fou dans cette histoire, c'est que c'est uniquement le soir en allumant sa télévision que l'homme a vu le flash information de la disparition d'Alicia et a fait à ce moment précis le lien entre la vidéo qu'il a reçue de la petite en cage et Alicia, pas avant. Sans cet appel à témoins diffusé sur la télévision nationale, il n'aurait certainement jamais appelé la police. Au cours de l'appel, l'agent du FBI essaye de collecter le maximum d'informations de la part de cet homme. Il appelle de Floride et les agents du FBI le savent puisqu'ils ont retracé l'appel. Ils savent même la localisation exacte de cet appel. Au cours de cette conversation téléphonique, l'agent du FBI va commettre une erreur gravissime. Il va demander l'identité de l'homme. L'homme va refuser. L'agent du FBI va essayer d'intimider l'homme pour qu'il donne son identité. Et là, l'homme prend peur et raccroche. Il laisse les policiers en plan sans aucun détail, sans aucune information concrète qui leur permettrait de remonter au plus vite jusqu'à l'homme qui a envoyé la vidéo de la petite fille. Les agents du FBI sont confiants puisqu'ils ont tracé l'appel. Malheureusement, cela les mènera directement à une cabine téléphonique en Floride. Sur Yahoo Chat, les enquêteurs vont chercher désespérément ce groupe de pédophiles et aussi la vidéo de l'adolescente en cage. Pour eux, il n'y a aucun doute, tout correspond. Alicia parlait sur Yahoo Chat avec un homme de 38 ans. Cet homme l'a attrapé et maintenant il montre son trophée aux gens de son espèce. Au bureau, tout le monde s'inquiète. Si c'est Alicia dans la cage, elle a dû vivre un véritable cauchemar. Et pire encore, si l'homme est assez fou pour la mettre dans une cage toute nue, il est aussi assez fou pour aller plus loin et la tuer. Malheureusement pour les agents du FBI, rien n'est trouvé sur Internet. Le seul espoir pour le FBI, c'est que l'homme rappelle en donnant cette fois-ci plus de détails, en étant plus coopératif. 3 heures après le premier appel, l'homme de Floride rappelle de nouveau. Un appel long et détaillé de 2h30 où l'agent du FBI essaie de lui faire comprendre la gravité de la situation et que tout repose sur lui. Mais l'homme a honte. Honte d'être dans ce groupe de pédophiles sur Yahoo Chat. Il a peur des répercussions sur sa vie professionnelle et personnelle. Il avoue à l'enquêteur avoir discuté pendant des mois avec un homme sur leur envie mutuelle de petite fille. L'homme lui a juré qu'un jour il aurait une jeune fille à sa disposition. Il lui a parlé de ses plans d'enlèvement jusqu'au jour où effectivement il lui a partagé sa webcam. Et là, il y avait la petite Alicia dans une cage. Pour le kidnappeur, l'enlèvement d'Alicia
C'est un véritable rêve qui se réalise. Face à l'enquêteur, l'homme prend le soin de bien expliquer la situation. Il n'était pas au courant que l'homme allait kidnapper une petite fille. Il pensait que c'était de la fantaisie. Et face à cette vidéo d'Alicia, il n'a pas pu rester silencieux. Et il a préféré prévenir la police. L'enquêteur lui redemande son identité. L'homme fait marche arrière. Parler au téléphone avec les FBI, c'est une chose. Mais se retrouver dans un bureau entouré d'agents du FBI qui le questionnent, c'est une autre chose. Il ne dira rien. Sauf que cette fois-ci, les enquêteurs ont retracé l'appel et cette fois-ci, l'homme a appelé de chez lui. Il sera extrêmement énervé quand il verra le FBI toquer à sa porte, ne pensant qu'aux conséquences que cette histoire aurait sur sa vie et non pas aux horreurs que subit certainement Alicia. En fouillant l'ordinateur de l'homme, les policiers vont découvrir la conversation entre l'homme de Floride et le kidnappeur. C'est une longue conversation que les hommes ont eue depuis des mois et des mois. Une conversation entre deux hommes qui se font confiance, sont de véritables amis et se partagent des vidéos et des photos intimes, voire très intimes, de petites filles. Pendant des mois, ils discutent entre eux. Ils parlent de pédophilie comme on parle de football. À plusieurs reprises dans la conversation, le kidnappeur mentionne son envie d'enlever une petite fille pour faire d'elle son esclave. Jusqu'au moment où il dit à son ami « Regarde ce que j'ai une esclave, je te l'avais dit ». L'homme de Floride, n'ayant plus le choix, devra collaborer avec les enquêteurs. Il donnera aux enquêteurs deux informations cruciales. Le prénom de l'homme de 38 ans, Scott, ainsi que le pseudonyme de l'homme, Master Teen Slave Girl. Il ne reste plus pour les policiers qu'à retrouver l'identité de l'homme qui détient Alicia dans une cage. Grâce à son pseudonyme sur Yahoo Chat, les agents du FBI vont tout faire pour retrouver son adresse IP en contactant l'entreprise Yahoo, qui, suite aux lois promulguées après les attentats du 11 septembre, est obligée, en cas d'urgence, de fournir les informations confidentielles de ses utilisateurs. Problème, il est 5 h du matin en Californie et les bureaux de l'entreprise Yahoo sont vides. Personne n'y travaille, mais Alicia ne peut pas attendre. À 5 h du matin, un agent du FBI sonne directement à la porte du PDG de l'entreprise Yahoo. Après plusieurs coups de téléphone, plusieurs salariés de l'entreprise sont réveillés et foncent au bureau pour récupérer l'adresse IP de Scott. Une fois l'adresse IP récupérée, il faut maintenant contacter le fournisseur d'accès Verizon qui donnera l'identité de l'homme, Scott Tyree, un homme de 38 ans qui habite dans la ville de Riordan en Virginie. 4 heures de route séparent l'adresse de Scott Tyree et le domicile d'Alicia. Les enquêteurs vont tout de suite checker le profil de cet homme. Il travaille en tant qu'informaticien pour le gouvernement. Il n'a pas de casier judiciaire. Il est totalement clean. Rien qui pourrait faire croire que cet homme détient une fillette en cage chez lui. Mais c'est bien son adresse IP. Un peu plus de 48 heures après la disparition d'Alicia, les policiers obtiennent l'autorisation de fouiller la maison de Scott Tyree. Les agents du FBI se séparent en deux équipes. Une qui ira directement arrêter Scott Tyree à son travail et l'autre qui ira fouiller la maison en espérant retrouver Alicia vivante. Avant que l'opération commence, les parents d'Alicia Kosakiewicz sont contactés. Ils doivent venir au plus vite au cas où il faudrait identifier le corps de leur fille. La première équipe arrive au travail de Scott Tyree qui se laisse arrêter sans résistance. Il reste silencieux et prétend ne pas savoir pourquoi la police est là. Pendant ce temps-là, l'autre équipe défonce la porte de la maison de Scott. Il entre et fouille pièce par pièce, appelant Alicia, mais aucune réponse. Est-ce que Scott Tyree n'a pas placé Alicia dans un autre endroit? Pour les agents du FBI, la maison de Scott Tyree est une maison tout à fait ordinaire, où tout paraît normal, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant la porte du sous-sol, où ils doivent casser un énorme cadenas pour entrer. Arrivés au sous-sol, les agents du FBI sont horrifiés. Ils découvrent un véritable donjon où il y a accroché sur les murs des outils de torture et des objets sexuels. Un temple dédié à la perversion. Problème, Alicia n'y est pas. Il est peut-être déjà trop tard. Les agents du FBI doivent continuer à fouiller le reste de la maison et montent au premier étage. Arrivé dans la chambre de Scott Tyree, une drôle de chaîne métallique est accrochée sur le mur et va jusqu'en dessous du lit. Alicia est vivante. Il retrouve la petite fille de 13 ans, en sous-vêtements, attachée à une chaîne accrochée autour de son cou par un collier de chien. La petite est en état de choc, immobile et silencieuse. Mais les policiers sont ravis. On applaudit, on se félicite. Les agents du FBI ont réussi à retrouver Alicia Kosakiewicz, vivante. Elle retrouve rapidement ses parents et la famille est de nouveau réunie. Alicia racontera son enlèvement et elle est effectivement sortie de chez elle pour rencontrer son ami de 38 ans. Scott Tyree l'avait manipulée pendant des mois et des mois. Il était devenu tout pour elle, son meilleur ami, son confident. Les discussions n'avaient plus aucun tabou et la petite fille avait une confiance totale et aveugle en Scott Tyree. Au début de la conversation, Scott Tyree s'était fait passer pour une jeune fille de 13 ans. Alicia n'y avait vu que du feu. Scott Tyree connaissait tout de l'univers des adolescents. Leurs goûts musicaux, leur façon de parler, de réfléchir.
Une fois qu'il a eu sa pleine confiance, il lui a avoué sa véritable identité. Ce n'était pas une fille de 13 ans, c'était un homme de 38 ans. Lorsqu'Alicia est sortie pour rencontrer Scott, elle avait peur, elle avait froid, mais l'envie de découverte était plus forte. Elle hésitait et allait rentrer chez elle quand elle a entendu son ami l'appeler. Elle est partie le voir, il l'a attrapé de toutes ses forces et l'a mis dans sa voiture, l'a ramené chez lui dans son donjon, lui a enlevé ses vêtements et lui a mis un collier de chien autour de son cou. Elle a tout fait pour rester en vie dans l'espoir que ses parents la retrouvent. Elle a aujourd'hui fondé une association dont le but est de prévenir des enlèvements et de lutter contre les cyberprédateurs. Quant à Scott Tyree, il a purgé une peine de prison de 17 ans dans une prison de Caroline du Nord. Il devait être libéré en 2019, mais sa peine a été prolongée car il a été attrapé en naviguant sur des sites de vidéos pour adultes. En 2024, il est aujourd'hui libre. À sa sortie de prison, comme une provocation, il décidera d'aller vivre à Pittsburgh, ville où il a enlevé Alicia et où elle vit toujours. Alicia serait certainement morte si les agents du FBI ne l'avaient pas trouvée. Scott Tyree lui avait dit qu'il commençait à trop l'aimer, que ce n'était pas bon, il devait se débarrasser d'elle. En 2024, l'âge moyen des pédophiles est de 24 ans. Internet a permis à cette pratique de se développer encore plus. D'une part, Internet offre un anonymat quasiment complet. Et il est aujourd'hui extrêmement facile pour des pédophiles de rentrer en contact avec des adolescentes. Si vous ne protégez pas vos enfants, qui le fera pour vous ?